Amélie Nothomb, L'impossible retour. Ce roman nous raconte un nouveau voyage au Japon. Il y a 1 an exactement, hein, vous êtes rentré de ce voyage pour la rentrée Albin l'année dernière finalement. Et c'est un voyage à l'initiative d'une de vos amies, Pep Benny, photographe, qui vous invite au Japon parce qu'elle a gagné un prix. Et vous n'avez pas tellement envie d'y aller au départ? Non, parce que pour moi, aller au Japon est un investissement émotionnel beaucoup trop grand. Le Japon, c'est mon pays, c'est le pays que j'aime le plus au monde. Pour cette raison, je ne peux pas y aller à la légère. Il y a très longtemps, j'avais eu le projet de vivre au Japon, de devenir japonaise. C'était le grand but de ma vie quand j'étais jeune. Ça a donné un désastre que vous connaissez sous le titre de Stupeur et tremblement. J'ai appris à mes dépens que je n'étais pas japonaise, c'est-à-dire que je suis une japonaise ratée. Ma véritable identité est celle d'une japonaise ratée. Raison pour laquelle j'ai fini, au bout de 2 années, au demeurant passionnantes, par m'enfuir en courant. Et maintenant, le Japon est toujours le pays que j'aime le plus au monde, mais j'ai compris qu'il était beaucoup plus prudent de l'aimer de loin. Ça ne signifie pas que je n'ai pas follement envie d'y retourner, mais c'est tellement fort pour moi d'y aller. J'y ai laissé ma première mère, j'y ai laissé mon premier amoureux, ma première expérience professionnelle, ma première définition de moi-même. Chaque fois que je retourne au Japon, je renoue avec quelque chose de tellement profond et avec un échec tellement intime que je vous assure qu'il me faut beaucoup de courage pour y retourner. Mais ce voyage-là est particulier parce que Pep Benny, est-ce qu'on peut appeler un caractère bien trempé? Pour le dire franchement, elle vous a mis la honte 1 ou 2 fois quand même, hein, parce que pas la connaissance des traditions, du savoir-vivre, de la politesse. Un peu difficile parfois cette visite. Et c'est très intéressant aussi la compagnie avec laquelle on va au Japon. Cette fois-ci, c'est avec Pep Benny, cette photographe, qui vraiment pour le coup débarque. Elle ne connaît pas les usages japonais. C'est très intéressant pour moi qui, même si je suis une japonaise ratée, ait quand même incorporé une énorme dose de Japon. J'ai énormément de blocages japonais. Il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas en moi parce que je suis quand même très profondément japonaise. Et de voir arriver cette force qui va, cette jeune européenne qui découvre le Japon et qui m'a demandé de l'escorter au Japon, de la guider au Japon, d'être son interprète au Japon, c'est évidemment une situation de panique intense qui aboutit à des situations très comiques, des échecs diplomatiques cuisants pour moi qui suffit de diplomate, mais qui révèlent beaucoup aussi de la personnalité japonaise et finalement de ma personnalité à moi. Alors effectivement, Pep Benny vous demande d'être son guide ou sa guide. Ce que vous êtes à Kyoto, alors qu'à Tokyo, c'est Alice, une amie qui va prendre le relais, et heureusement, car vous avez perdu la mémoire de Tokyo. Alors c'est très intéressant parce que à un moment, Pep Benny, qui vous connaît bien, vous dit « Mais c'est étonnant, toi qui te souviens de tout quand même, d'avoir perdu la mémoire de Tokyo. » Et la réponse qui vous vient, c'est « Entre deux, mon père est mort. » Oui. Et il y a un lien intime entre Tokyo, votre père et la mémoire. Oui, donc ma petite enfance, c'est le sud du Japon, c'est la région de Kyoto, c'est le Kansai, c'est le Japon comme on l'imagine, le Japon ancien. Et c'est jeune adulte que je découvre Tokyo, lors de ce fameux projet de devenir japonaise. Voilà. Et mon père est un personnage très important de cette histoire, puisque mon père a découvert le Japon lors de ma naissance, s'est pris d'un amour, mais vraiment un coup de foudre, d'une violence inouïe pour ce pays. Il avait 30 ans, il a appris le japonais, mais mieux qu'un japonais, et il est devenu le premier non-japonais au monde à chanter professionnellement le no, qui est l'opéra médiéval aristocratique japonais. Mon père avait une double casquette d'ambassadeur de Belgique et de chanteur de no. Je ne compte plus le nombre de nuits que j'ai accompagné mon père chanter le no au temple. C'est très sidérant de voir son père chanter le no au temple. Ça a évidemment joué un rôle énorme dans mon identité. Ensuite, mon père, 20 ans plus tard, est devenu ambassadeur de Belgique à Tokyo, ce qui était le but de sa vie. C'est à ce moment-là que je suis retournée au Japon. Mon père était au sommet de sa splendeur. Il était un ambassadeur magnifique qui, toutes les nuits, allait se produire dans des salles de spectacle où il chantait le no. Moi, je n'étais qu'un misérable vermisseau qui était arrivé dans l'espoir de montrer à la face du monde qu'elle était japonaise. On a vu ce que ça a donné.
Bon, puis voilà, cet échec a été consommé. Albin Michel, dans sa grande générosité, a bien voulu me publier il y a une trentaine d'années et me garder comme ça, je suis un peu la SDF des éditions Albin Michel, ils savent bien. Voilà, le Japon n'a pas voulu d'elle, nous lui assurons un asile. Cette pauvre petite Belge est parfaitement inoffensive, donc voilà, j'ai trouvé ma tanière. Et puis, bon, mon père est mort. Et c'était la première fois que je retournais au Japon depuis que mon père était mort. Et j'ai eu ce choc en arrivant à Tokyo. C'était la première fois que je voyais Tokyo depuis la mort de mon père, d'avoir le sentiment que je ne me souvenais plus de rien. C'est-à-dire que oui, bien sûr, j'avais énormément de souvenirs à Tokyo. J'y avais travaillé, j'y avais aimé, j'y avais vécu 2 années de ma vie, mais je ne savais plus où étaient les lieux. Je ne savais plus rien. C'était extrêmement intriguant et je ne pouvais absolument pas expliquer cette situation. Et c'était d'autant plus gênant que j'étais censée escorter cette photographe Pep Benny et lui montrer les lieux. Elle me disait, mais guide-moi, montre-moi les lieux. Et je me disais, mais je ne sais plus où c'est. Imaginez que vous arrivez à Paris, que vous avez l'impression de bien connaître Paris et que tout à coup, vous ne savez plus où sont les lieux. On vous demande de vous montrer la Tour Eiffel et objectivement, vous ne vous rappelez plus où est la Tour Eiffel. J'étais exactement dans cette situation. Pourtant, dans un certain nombre de ces lieux, votre père est là. Vous le voyez, vous le sentez. Il y a d'énormes souvenirs qui remontent à la surface. Des traces de lui partout. Et bizarrement, des traces de lui surtout liées à sa voix. Je me suis rendu compte que si je parlais encore très vaguement, correctement le japonais, c'était surtout grâce à lui. Parce que mon père parlait un japonais extraordinaire et que quand c'était lui qui parlait le japonais, je ne pouvais me rappeler le dernier de ses mots. Il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui... Bon, l'acquisition du langage nous est due en grande partie à nos parents, et l'acquisition du langage japonais fonctionnait mieux chez moi quand c'était mon père qui avait prononcé des mots japonais. Ce voyage au Japon intervient après ceux de 72, 89 et 2012, des voyages qui vont ressurgir par bribes dans celui que vous narrez dans ce roman. En vous lisant, j'ai pensé à des matrioshkas, à des poupées russes, comme si un voyage en cachait ou en révélait un des précédents. C'est ça, le Japon, c'est le pays où je suis le plus retournée. C'est très difficile de retourner quelque part. Bon, surtout quelque part où on a noué quelque chose d'aussi important, d'aussi identitaire que pour moi le Japon. Retourner au Japon, c'est aussi me confronter à mon échec. C'est là que j'ai tant voulu et que ça n'a pas marché. Donc voilà, l'impossible retour, c'est ça. C'est toujours le pays que tu aimes le plus au monde, c'est toujours le pays qui t'émeut le plus, qui te parle le plus de toi-même, mais tu sais que tu n'y arrives pas, que c'est trop dur pour toi. C'est exactement ça. Et pendant ce voyage, vous mettez dans vos bagages un livre que vous avez décidé de relire à Tokyo. C'est À rebours de Huysmans. Et en fait, ce que vous faites dans ce voyage, c'est votre vie à rebours d'une certaine manière. Ça, c'est vous qui me le faites remarquer, parce que figurez-vous que c'était parfaitement inconscient. Bon, quand on fait un voyage important, on prend toujours avec soi un livre. On se dit, il y aura toujours des moments où je serai à l'hôtel, à l'aéroport, il faudra bien que je lise quelque chose. Pendant ce voyage tellement important, qu'est-ce que je vais lire ? Bon, je ne suis pas seulement une grande lectrice, je suis une grande relectrice. J'adore relire des livres. Et là, j'ai pensé à rebours de Huysmans. Je l'avais lu quand j'avais 18 ans. Il avait évidemment produit sur moi un choc énorme. Et je pense que j'attendais l'occasion de le relire. Et là, je me suis dit, Tokyo, ce sera parfait pour relire À rebours de Huysmans. J'avais tout à fait raison. Mais je n'avais pas mesuré pour quelles raisons sémantiques ça allait être tellement important de relire À rebours de Huysmans. C'est parce que j'allais, en effet, à rebours de moi-même. Et bon, ça nous arrive tous, un jour ou l'autre, dans notre vie, de retourner sur nos traces. On a tous envie de voir le lieu où on a passé notre enfance, notre jeunesse et tout. Mais arrive un moment où, quand on n'est plus, comment vous dire, quand on n'est plus exactement un perdreau de l'année, où ça fait particulièrement d'effet. Et cette confrontation de À rebours et de À Tokyo, les relire À Tokyo, À rebours, ça a été
comme un attentat émotionnel. J'avais l'impression de mesurer pourquoi ce livre m'avait fait tellement d'effet, pourquoi c'était tellement fort, pourquoi c'était tellement drôle, pourquoi c'était tellement horrible, pourquoi c'était tellement insoutenable, pourquoi finalement ça parlait parfaitement de moi. Parce que qu'est-ce que ça raconte, Harbour ? Harbour, ça raconte l'histoire d'un décadent qui ne parvient pas à partir en voyage et qui, pour cette raison, demeure dans son trou à vivre des histoires sensorielles extrêmes. À un moment, il y a le personnage de Harbour qui s'appelle Désessinte, essaye de partir en voyage à Londres, ça ne marche absolument pas. Et je me suis rendu compte que en fait, je suis Désessinte, c'est moi, sauf que moi, malheureusement, mon échec de voyage a échoué. Je suis en voyage, je suis vraiment à l'autre bout du monde. Comment est-ce que je vais supporter cette situation ? Alors effectivement, si on lit attentivement le roman, on peut même remonter votre carrière littéraire à rebours. On y croise les champignons hallucinogènes de Tuer le père, la vision latérale pour admirer une robe verte de Psychopompe, Stupeur et tremblement, évidemment, vous en avez parlé, et j'en ai sûrement oublié d'autres. J'ai l'impression que vous avez regardé un peu dans le rétroviseur aussi en écrivant ce livre. Mais oui, mais forcément, pour moi, retourner au Japon, c'est retrouver le pays que j'aime le plus au monde, mais voir aussi ce qu'il reste de moi. Pour moi, le Japon, ça a été, à la base, c'était une immensité. J'étais un tout petit enfant. Je me voyais comme une personne d'une importance capitale, mais comme tout petit enfant se voit. Ma seule spécificité, c'est que je me souviens de cet état. Je me souviens du moment de ma vie où vraiment je me voyais comme une personne capitale. Quand j'ai quitté le Japon à l'âge de 5 ans, ça a été pour moi le début d'un très long déclin. Mais très longtemps, ce déclin, je l'ai expliqué de façon géographique. Je disais, voilà, je ne suis plus rien du tout, mais c'est normal, c'est parce que j'ai quitté le Japon. Mais un jour, je vais retrouver mon pays et vous allez voir, je serai toujours cette personne d'une importance capitale et je vais le prouver à la face du monde. Et c'est ce qui s'est passé à l'âge de 21 ans. Ça a donné Stupeur et tremblement, échec retentissant. Bon, alors, il a fallu se redéfinir après. Mais c'est toujours par rapport au Japon que je me définis. C'est toujours par rapport à ce premier idéal, à cette première identification liée au Japon, liée à l'espèce cette impression enfantine de, je ne sais pas, je me voyais comme une espèce de seigneur de la guerre. En fait, je me voyais comme mon père. Voilà, c'est le nombre d'années qu'il m'a fallu pour comprendre que je n'étais pas mon père. Alors dans l'explication que vous venez de donner, Amélie, vous avez dit « je ne suis rien ». Et ça revient dans le livre. Vous évoquez une dispute avec votre père lorsque vous aviez 15 ans, dispute à laquelle il coupe court avec ces mots « Toi, tu es comme moi, tu n'es rien ». Et j'ai vraiment le sentiment que cette phrase, que vous ne vous expliquez toujours pas au jour d'aujourd'hui, reste un traumatisme. C'est vrai que c'est un traumatisme parce qu'il n'y a pas eu d'explication. J'ai eu de très très belles relations avec mon père, qui était un homme formidable et un très bon père, qui m'aimait beaucoup. Mais bon, comme n'importe quel enfant, je me suis disputée avec mon père, particulièrement à l'adolescence. Et il y a eu cette scène de dispute capitale à l'adolescence. J'avais 15 ans. Et mon père coupe court à cette dispute en me disant une phrase définitive. « De toute façon, toi, tu es comme moi, tu n'es rien. » Et là, qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Bon, je me souviens que la première chose que j'ai pensée, c'est « mais moi, je ne suis pas rien, mais je ne suis pas rien, mais je ne suis pas rien. » Et puis après, l'énigme s'est poursuivie, mais pourquoi il dit qu'il est rien ? À la fois, il me dit que je suis comme lui, c'est magnifique, mais il me dit que je suis comme lui, je ne suis rien. Comment puis-je comprendre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, par la suite, je retourne au Japon, où je reprends conscience d'une chose que j'ai su dans mon enfance, à savoir qu'au Japon, la chose la plus extraordinaire qu'on puisse devenir, l'ultime accomplissement, c'est justement de n'être rien. Le but de la vie, c'est de n'être rien. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, mon père, quand il m'a dit « tu es comme moi, tu n'es rien » ? Est-ce que c'était l'insulte absolue ou le sommet de l'éloge ? Eh bien, je ne sais pas. Et je suis toujours dans l'entre-deux. Pour terminer, Amélie Nothomb, au cours de ce voyage, il vous prend un vertige à l'idée d'avoir vécu si longtemps. Tout à coup, vous découvrez que vous avez vécu aussi longtemps ? Il y a toujours un moment de sa vie, j'imagine, où on se dit « oh mon Dieu, mais attends, t'es venu en 72, t'es venu en 89, t'es venu en 2012, mais
mais ça fait combien d'années que tu es en vie? Oui, je suis exactement à ce moment de ma vie où je me dis, mais ça fait combien d'années que tu es en vie? Je vous laisse calculer, hein, je refuse de le savoir. Ben, on espère que vous resterez encore de nombreuses années en vie pour nous offrir à chaque rentrée un roman comme celui-ci qui s'appelle L'impossible retour. Merci infiniment d'avoir été des nôtres ce matin, Amélie Nothomb. Merci mille fois, Pascal.